Hélène Buzetti, Christian Dufour, Michel Séauger, bonsoir. 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 Petit tour de table sur Marc-André Bédard. Michel Séauger, je commence avec vous. Vous l'avez bien connu. Moi, je me souviens, mon père, journaliste, me l'avait présenté. Je devais avoir 12-13 ans. Il m'avait dit, lui, il est très près de l'évêque, puis c'est un homme important. Et bon, je lui ai reparlé des centaines de fois après dans le cadre de mon travail. Puis toujours, il prenait le temps de parler, il prenait le temps d'expliquer. Vraiment un homme remarquable, Michel C. Écoutez, moi, j'étais à Québec comme journaliste. J'avais un gros 23 ans, puis je travaillais pour la Gazette. PQ, pas beaucoup de votes à gagner là. Et il prenait le temps d'expliquer, il prenait le temps de parler à tout le monde. Quand je l'ai revu après, il se remémorait tout ça. Et moi, ce que je veux souligner, c'est d'une part, quel gentleman il était, puis deuxièmement, le courage politique de cet homme-là. Mettre dans la Charte des droits du Québec, on en a parlé tout à l'heure, mais l'orientation sexuelle comme motif interdit de discrimination, dans les années 70, là, c'est toujours pas dans la Charte fédérale, cette affaire-là. Ça prenait du courage politique. Retirer les poursuites contre le docteur Morgenthaler au mépris de la loi, parce que la loi disait que l'avortement était toujours illégal. Ça a pris 15 ans avec la Cour suprême. Et il l'a fait, parce qu'il dit on ne peut pas trouver un jury pour condamner cet homme-là. Puis les gens disaient c'est un conservateur, il vient d'une région, conservateur, mon œil, là. Et le ministre de la Justice, il est au centre de la roue, là. Alors, si Mme Payette, on a parlé de Mme Marois, elle avait raison de parler du droit de la famille, mais par exemple, si Mme Payette a réussi à faire l'assurance automobile, c'est son projet à elle, bien sûr, et c'est le ministre de la Justice, c'est pas là pour t'aider avec le barreau, qui perdait une grande partie de beaucoup d'avocats perdaient littéralement leur gagne-pain. Là, ça ne marcherait pas. Alors, le ministre de la Justice, il est dans tous les autres dossiers aussi, et il ne prenait pas le crédit politique de ça, mais il a fait un travail extraordinaire, non seulement comme ministre de la Justice, mais dans toutes sortes de dossiers. Oui. Christian, un mot sur M. Bédard. Moi, je viens de Chicoutimi, et puis tous ceux qui viennent du Saguenay savent que c'est une institution au Saguenay, Lac-Saint-Jean, Marc-André Bédard. Il a donné beaucoup de crédibilité au PQ naissant, qui en avait beaucoup besoin, parce que c'était quelqu'un de passionné, comme on le dit, mais c'était pas un énervé. En fait, c'était un conservateur à certains niveaux, mais un conservateur de bonne aloi qui n'était pas énervé. Et je trouve que c'est vrai qu'il a été près de René Lévesque jusqu'à la fin. Et il y a un côté institutionnel qu'il a eu très vite. C'est pas un hasard sur le nommé ministre de la Justice. C'est vraiment les débuts du PQ, en fait, qui nous sont rappelés. Pour le reste, je ne veux pas radoter là, sur ce qu'ont dit M. Bouchard et Mme Marois et Michel. Donc, c'est une vraie perte. Ça rappelle toute une époque, en fait, entre autres pour les péquistes, mais aussi pour tous les Québécois. Oui. Hélène? Oui, moi, je voulais revenir sur cette question de l'avortement parce qu'il a beaucoup contribué à instaurer ce droit à l'avortement. En 1976, c'est encore illégal de se faire avorter, mais M. Henri Morgenthaler, qui tient clinique à Montréal, est acquitté pour la deuxième fois par un jury. Et plus tard, il se fait condamner, mais par des juges en cour d'appel. Et M. Bédard constate que la loi fédérale n'est pas au diapason de la population et il dit, bon, essentiellement, ça ne sert plus à rien d'essayer de la faire appliquer. C'est là qu'il donne cette consigne à ses procureurs de ne plus déposer d'accusation. On est un gros 6-7 ans avant qu'à Ottawa, la Cour suprême invalide cette loi. Juste pour vous donner un petit peu l'idée du contexte, là, en 1973, on avait encore des opérations policières où, par exemple, un couple deux policiers montréalais se faisaient passer pour un couple désireux d'avorter le fruit de leurs amours. Et là, on était en plein sur la planche, la table d'opération. Et là, paf, ils sortaient leur badge pour pouvoir arrêter M. Morgenthaler. Ça vous donne une idée à quel point cette loi-là, elle était... En tout cas, on tentait de la faire appliquer. Donc, que M. Bédard vienne dire à son monde, non, on n'essaye plus de déposer des accusations, c'était révolutionnaire. Très bien. Alors, il nous regarde, je le disais, de haut. Il regarde du ciel, parce qu'il a toujours tenté d'élever les débats politiques. Et c'est de là qu'il nous regarde aujourd'hui. Là, les vaccins... Je recommence avec vous, Hélène. À Ottawa, là, l'opposition n'arrête pas. Dit on va être en retard, on ne sera pas servi les premiers. Est-ce que ça embarrasse vraiment ou pas? Dans quelle mesure ça vient embêter M. Trudeau ou pas? Bien, ça l'embête parce que les gens comprennent ce que l'opposition dit et le gouvernement libéral, fidèle à lui-même, n'est pas très bon pour expliquer son point de vue. Il s'en remet toujours aux mêmes lignes et ça vient donner l'impression qu'il a quelque chose à cacher. Mais ce qu'on oublie toujours dans ce débat-là, c'est que ces vaccins-là, il n'y en a encore aucun qui n'a été approuvé par Santé Canada. Donc, même si on recevait des doses, on n'en a pas encore, mais si on en recevait,
On ne pourrait pas les administrer encore. On pense que le processus ira vite, mais on n'en est quand même pas là. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il y a pour l'instant 3 vaccins qui semblent être prometteurs, mais qui tous 3 réclament des manipulations, entre des conditions d'entreposage très différentes les uns des autres. Et donc, c'est un peu normal qu'Ottawa ne soit pas capable d'élaborer un plan tout de suite parce que la logistique est très différente d'un vaccin à l'autre. On va écouter M. Trudeau qui répond à M. O'Toole. On va écouter M. O'Toole, M. Trudeau, et on revient. Après 10 mois, le premier ministre admet qu'il n'a pas de plan. Est-ce que le premier ministre va rendre public son plan de distribution des vaccins et quand? Les honorables Premier ministre. Monsieur le Président, depuis les débuts, nous livrons sur un plan pour protéger les Canadiens. Ce plan nous a amené à avoir le meilleur portfolio de vaccins de tous les pays du monde avec plus de doses per capita que n'importe quel autre pays. Nous avons fait le travail pour avoir accès aux vaccins et maintenant nous sommes en train de faire le travail avec les provinces. Alors, Christian, où en êtes dans l'analyse de Opération Vaccin? Ben, moi, je suis le seul Canadien à trouver que c'est humiliant pour le Canada. En fait, l'admission initiale de M. Trudeau, parce qu'il a été transparent à ce moment-là, en disant, écoutez, là, on n'en a pas d'industrie du vaccin au Canada. Je trouve que le Canada a l'air d'un pays de second ordre, d'un dossier qui est quand même crucial. Et puis, moi, j'ai le souvenir que le Canada a déjà eu une industrie pharmaceutique centrée au Québec, en bonne partie. On disait que c'était un des fleurons québécois sur le plan économique, l'industrie pharmaceutique. Bien, où j'en suis, Patrice, j'en suis là un peu, moi. Vous êtes découragé de voir qu'on n'a plus, parce qu'on en a déjà eu, on n'a plus de capacité de produire à grande échelle des vaccins. Il n'y a plus de succursales qui produisent ça au Québec. Michel C. Et je me sens comme un citoyen d'un pays de second ordre. D'accord. Michel C. Alors, j'espère que les Américains se sentent comme citoyens d'un pays de second ordre parce que le vaccin contre la grippe, il est produit au Québec. Et il est vendu largement aux États-Unis. On n'a pas la capacité de produire ce vaccin-là et on ne peut pas changer un laboratoire comme celui qui produit le vaccin pour la grippe comme ça pour en faire un autre. Mais ça, c'est le monde mondialisé. On peut aimer ou pas aimer, mais c'est comme ça maintenant. L'important... Tous ne peuvent pas tout produire, vous dites. Voilà. D'une part, puis on ne fait pas pousser des bananes. Et d'autre part, ce qui est important dans cette chose-là, c'est que d'abord, on ait un nombre suffisant de vaccins, et c'est pas pour rien qu'ils en ont acheté tant que ça, c'est justement en sachant qu'on ne les produirait pas. Et d'autre part, il faut que la logistique soit parfaite. Et ça, c'est compliqué, parce qu'il faut qu'on... Vous savez, la logistique, c'est une erreur humaine bête. Tu sais, le concierge n'a pas la clé et le gros frigidaire. Et là, on ne peut pas donner de vaccin cette journée-là. Ça va être très difficile. Ça va être difficile pour le fédéral, ça va être difficile pour les provinces. On a nommer des généraux à la tête de ça. Ça va être extrêmement compliqué. Au Québec, on n'a pas de général, en tout cas. Non, on a un sous-ministre, mais c'est vrai qu'il va y avoir un autre responsable aussi. Là. Mais à la fin, ça, c'est extrêmement compliqué, puis il va y avoir des ratés. Okay. C'est inévitable. Hélène, on ne sait pas quand. Vous l'avez rappelé d'ailleurs, puis il faut quand même le rappeler aux gens. Il n'y a aucun des vaccins qui n'est prêt actuellement, demain matin. Là. Alors, on ne peut pas être... Et aux États-Unis non plus, les approbations n'ont pas été données. Exactement. La FDA n'a pas encore donné l'approbation, il faut quand même le dire. Mais ça s'en vient pas mal bientôt. Oui, parce qu'une chose qui est importante à dire, c'est que dans tous ces contrats d'approvisionnement que Ottawa a signés, il y a un échéancier de livraison. Alors, c'est pas comme si on va attendre que tous les Américains reçoivent leur vaccin, alors après quoi le Canada recevrait ses doses. Dans les contrats, ça dit on vous garantit un certain nombre de doses d'ici tel mois et tel mois. Le chiffre de 6 millions de doses d'ici le 31 mars circule. Il n'a pas été confirmé, mais il y a beaucoup de monde qui en parle, donc je commence à penser qu'il est peut-être vrai. Pourquoi ils ne le disent pas? Parce que le problème, c'est qu'on ne sait pas lequel vaccin sera approuvé en premier et sera prêt en premier. Okay. Alors, il y a peut-être un chiffre dans un contrat et un dans l'autre, et on ne sait pas lequel contrat s'activera. Mais il faut quand même garder à l'esprit qu'on ne sait pas encore c'est quoi le taux de vaccination qui nous permettra de déconfiner. Alors, oui, je comprends qu'on s'insurge de peut-être être vacciné un mois ou commencer à être vacciné 1 mois ou 2 mois après les États-Unis, mais ça ne veut pas dire qu'on va attendre 1 mois ou 2 mois de plus avant d'être déconfiné parce que cette vaccination-là va durer plusieurs mois, peut-être même toute l'année. Oui. Et il faudra attendre plusieurs mois avant qu'on déconfine. Et rendu là, la capacité de production aura tellement augmenté que ça fera peut-être même plus de différence. Oui, Christian.
Hélène a raison, puis j'admire le fait qu'elle est très, très informée. Mais je trouve qu'il ne faut pas sous-estimer, en fait, ce que vont ressentir les Canadiens pendant les quelques semaines, pendant le mois et demi, où on va voir les citoyens des autres pays être vaccinés, puis nous, on ne le sera pas. Il ne faut pas sous-estimer comment on va se sentir à ce moment-là. Au-delà de toutes les technicalités, puis les contrats, tout ça, là, il y a une réalité brute. Michel a dit qu'on fournit le vaccin de la grippe aux États-Unis. Moi, j'échangerais n'importe quel vaccin de la grippe contre le vaccin de la COVID. Sur le plan politique, ça va avoir un gros impact, ça, parce qu'on va se sentir les autres vaccinés, puis les autres, on attend. Oui, mais est-ce qu'il aurait été réaliste, c'est ça la question, de non, je constate, bâtir... Non, vous constatez effectivement que pour ça, on n'est pas... Parce que la France en a, la Grande-Bretagne en a, l'Allemagne en a, Michel, ont des capacités de production de ce genre de... ont des ateliers, des laboratoires satellites, des géants, et on n'en a pas, nous. Non, on n'en a pas. On a autre chose. Ça peut être frustrant, mais à la fin, je ne pense pas que, étant donné le nombre de vaccins qui ont été achetés et tout ça, l'intégralité de la population ne sera pas vaccinée beaucoup plus tard au Canada qu'ailleurs, même si ça commence un peu plus tard qu'ailleurs. Cela dit, je l'ai dit hier, je vais le répéter, je ne comprends pas que M. Trudeau dise ça aujourd'hui, qu'il ne nous ait pas prévu ça il y a 3 mois, mais bon, mais ça, c'est son problème et il vivra avec les problèmes politiques qui viennent avec ça. Oui, peut-être, Hélène, une petite session avec la presse de briefing technique sur... Et puis vous enfermer dans une pièce, dire, si c'est telle compagnie, on a 1 million de doses telle date, 2 millions de doses. Je pense que il n'y a rien comme le partage de l'information dans une crise, non? Oui, puis en fait, il faut quand même le souligner qu'on a moins d'informations que dans certains autres pays, par exemple les États-Unis. Par exemple, on ne sait pas combien on a payé pour réserver ces doses-là, alors que ces chiffres-là, pour la plupart, sont connus au sud de la frontière. J'imagine que c'est des contrats, des clauses de confidentialité qui ont été ajoutées, mais on peut se demander pourquoi c'est là. Me semble-t-il que les contribuables seraient en droit de savoir combien on a payé pour tout ça. Très bien, merci. Michel, voulez-vous me parler de Maradona? C'était pas prévu. Mais êtes-vous en deuil? Parce que vous, le foot, vous êtes un champion. Ben, pas un champion, mais vous êtes un champion spectateur. Écoutez, c'est un grand joueur et c'est un grand joueur et c'est un grand joueur qui avait aussi des grandes qualités, des grands défauts. Tout le monde va se souvenir qu'Emile Soccer, du but qu'il a compté avec une main en disant ben, c'est la main de Dieu qui l'a fait puis j'y peux rien. À ce moment-là, il n'y a pas de reprise électronique, mais c'est aussi quelqu'un qui a eu des problèmes de drogue, qui a eu des problèmes d'alcool, qui est mort, il n'est pas mort sur la paille, mais il est mort pas riche. Et c'est un peu pour ça, je pense, que les Argentins pensent encore que c'est le meilleur joueur qu'il y a jamais eu, même si Lionel Messi, qui joue encore, a compté beaucoup plus de buts dans les ligues européennes que Maradona, qui a été un peu un flop en Europe. Pour eux, Maradona, c'est le héros national. C'est lui qui a gagné la Coupe du Monde. Et ils vont toujours s'en souvenir. Et c'était un joueur extraordinairement charismatique aussi. La main de Dieu, ça, c'était l'autre but. OK. Merci à vous trois. C'est très gentil. Merci. J'apprécie. À bientôt. Au revoir. Bonsoir.